le podcast Machiroujoula, qui veut dire littéralement en français ceci n'est pas une masculinité, est un podcast qui a pour but de repenser, re-questionner les masculinités au Maroc dans le but de promouvoir des masculinités positives. Et donc l'idée du podcast, c'est vraiment de libérer la parole sur les masculinités et voir comment les masculinités aujourd'hui peuvent être solidaires, comment les hommes peuvent devenir des alliés des femmes au Maroc et ailleurs. Et donc dans le podcast, on aborde tous les sujets liés aux masculinités, notamment les masculinités dans la religion, en islam, mais aussi dans le cinéma, dans l'espace public au Maroc, la santé mentale des hommes. Donc vraiment tous les sujets qui concernent et qui peuvent concerner les hommes dans la société marocaine. Toutes les questions liées aux masculinités, mais pas que, mais aussi les questions de genre, de sexualité, de liberté individuelle, de santé sexuelle. Alors il est en français et en arabe, en dialecte marocain. Il est plus écouté au Maroc, mais aussi donc, en France, en Tunisie, en Algérie et dans les pays du monde arabe. Le travail que je fais sur les masculinités est très lié à mon parcours de militant qui date de 12 ans maintenant, donc plus exactement du 20 février 2011. Et donc à l'époque, en fait, c'était l'époque voilà, des révolutions, ce qu'on appelle les révolutions arabes, et ce que j'aime appeler moi la révolution ou le printemps marocain démocratique, qui a sa particularité. Donc le résultat de ce printemps, c'était le changement de la constitution au Maroc, qui a une constitution qui a un esprit d'égalité et de justice sociale. Mais malheureusement, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que l'esprit de cette constitution ne s'est pas traduit en articles, en lois, qui sont en faveur des libertés individuelles et de la justice sociale. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là où moi et d'ailleurs beaucoup de jeunes hommes et femmes au Maroc ont décidé de se mobiliser les jeunes pour changer toutes les lois, tous les articles liberticides dans le code pénal marocain. Alors il y a ce moment-là qui est important, il y a aussi donc beaucoup de choses, mon engagement au sein de l'association de lutte contre le sida. Donc je me souviens par exemple à l'époque, j'avais appris que 70% des femmes vivant avec le VIH attrapent le VIH à travers leur mari, sans le savoir. Et donc je me rappelle que c'est un chiffre qui m'a beaucoup interpellé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit comment les hommes aujourd'hui peuvent aussi être engagés pour changer les choses. Dans le podcast Machiroujoula, je cherche cette définition-là. Et du coup, je vais voir les gens, je vais voir des citoyens, des citoyennes, des intellectuels, des artistes, des philosophes, des sociologues, justement pour avoir ces discussions-là, pour avoir une définition des masculinités. Et du coup, construire une définition de ce que c'est une masculinité positive et toxique. Donc aujourd'hui, après 3 ans, moi, la définition que je trouve qui me va très bien et la plus pertinente, c'est qu'en fait, une masculinité positive serait une masculinité où les hommes sont capables d'exprimer leurs émotions, n'ont pas peur d'être jugés, sont capables d'exprimer l'amour, donc l'amour amoureux dans un couple, mais aussi l'amour pour les autres hommes, pour les hommes de leur vie, leurs pères, leurs frères, leurs amis, toute la communauté, l'amour aux femmes, mais un amour surtout qui ne serait pas basé sur la domination. Une masculinité toxique, c'est une masculinité qui est basée sur la colère, la distance entre ce qu'on est et ce qu'on ressent. On ne peut pas être triste, on ne peut pas avoir peur publiquement et on ne peut pas pleurer, on ne peut pas exprimer ce qu'on ressent, on ne peut pas parler avec le cœur. Et donc plus on crée de la distance avec nos émotions, plus on vit avec une masculinité toxique malheureusement. Le livre Sexe et mensonges de Leila Slimani est un livre qui est très fidèle, qui présente bien ce qui est vécu au Maroc
par le vécu des femmes, le vécu des femmes qui vivent dans la vulnérabilité. Je pense que Leila Slimani a réussi à lever le voile sur ce vécu-là, mais surtout pour un public qui n'est pas marocain. Parce que je pense qu'au Maroc, même si on n'en parle pas beaucoup, mais tous les Marocains et toutes les Marocaines se retrouvent dans ce qui est écrit dans ce livre-là. Je pense que chaque Marocain et Marocaine a une camarade de classe, une sœur, une tante, une voisine qui a un de ces vécus-là. Et c'est pour cela que ce livre-là est très très important, je pense, aujourd'hui comme un outil de documentation de ce qui se passe au Maroc, mais aussi l'activisme et l'engagement des activistes au Maroc. Après, je pense aussi que pour comprendre ce livre, il serait très très important aussi de découvrir le travail de Leila Slimani qu'elle a fait plus tard, donc la fresque, la trilogie de Regardez-nous danser et Le pays des autres, parce que ce sont deux livres en fait qui retracent un peu l'histoire et l'évolution du Maroc et comment ça se fait qu'on en est là aujourd'hui. Mais il y a aussi les livres de tous les autres écrivains marocains qui écrivent sur le Maroc. Je citerai l'écrivain marocain Abdellah Taya. En fait, moi, ce qui me rend triste au Maroc et ce qui me met en colère, des fois une colère légitime, c'est que dans l'espace public, on peut tolérer la violence, on peut accepter la violence. Il y a des gens qui ne seront pas choqués de voir un homme taper, frapper, violenter une femme dans l'espace public, mais ils seront scandalisés s'ils voient deux garçons, deux filles, jeunes, beaux, en train d'exprimer l'amour dans l'espace public. Et je pense que c'est aussi ça, ça nous dit beaucoup sur ce qui se passe au Maroc, à quel point on peut accepter des rapports basés sur la violence et refuser des rapports basés sur l'amour qui ne dérangent personne. Dans le code pénal marocain, il y a des articles liberticides qui criminalisent certaines libertés individuelles et collectives des Marocains et des Marocaines. Ce sont des articles qui datent de 1913, de l'époque du protectorat français au Maroc. Et donc, ce sont des lois qui continuent à être appliquées aujourd'hui au Maroc. Je citerai l'article 222 qui criminalise la rupture du jeûne pendant le mois du Ramadan, mais aussi l'article 489, 490 et 491 qui criminalisent respectivement les rapports sexuels entre deux personnes du même sexe. Et puis le deuxième qui criminalise les relations hétérosexuelles hors mariage. Et puis le troisième qui criminalise l'adultère. En fait, ce qui est très injuste et un peu, je dirais même horrible dans ces articles-là, c'est qu'ils sont appliqués beaucoup plus sur les pauvres, sur les personnes les plus vulnérables au Maroc. Et puis aussi, il y a le fait que même si les lois ne changent pas, le vécu des gens change. C'est-à-dire au Maroc, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a ces lois que les gens n'ont pas des rapports sexuels hors mariage, que les gens n'ont pas une vie sexuelle quand ils sont homosexuels, que ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas d'adultère. Et je pense que ces lois-là, aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils empêchent les Marocains de profiter de cette liberté-là, mais ça les pousse à vivre tous et toutes dans le mensonge et d'avoir une double vie, c'est-à-dire dire publiquement que ça n'existe pas, mais dans la vie intime, tout le monde profite de ces libertés-là. Le problème, c'est que cette vie sexuelle est vécue dans la peur au Maroc, une peur d'être arrêté tout le temps. Il y a aussi le fait que ces lois-là, même s'ils datent d'un autre temps, d'une autre époque, mais aujourd'hui sont instrumentalisées, utilisées par les conservateurs, par les islamistes,
et que malheureusement, les mentalités changent, mais les lois ne veulent pas changer aujourd'hui. Que ce soit les hétérosexuels ou les homosexuels, ils ont ce point commun qu'en fait, ils vivent une vie sexuelle dans la peur. C'est-à-dire ils doivent se cacher pour jouir de cette liberté-là. Alors pas avec les mêmes degrés, effectivement, parce que quand on est homosexuel, il y a aussi la honte, il y a aussi... on est doublement jugé, et par la loi, et par le regard de la société. D'ailleurs, c'est un peu pareil pour les femmes hétérosexuelles, alors qu'un homme hétérosexuel qui a une vie sexuelle hors mariage, ça reste quand même un peu accepté, toléré, pardonné par la société. L'absurdité de l'interdiction de la vie sexuelle au Maroc, c'est que c'est le fait qu'elle soit basée en fait sur l'injustice, mais aussi une injustice économique. C'est-à-dire quand on est riche, quand on va dans un hôtel 5 étoiles, même si on est homosexuel, même si on a une relation sexuelle hors mariage, personne ne vient nous chercher. Alors que quand on est pauvre, quand on est, je sais pas, deux garçons qui ont 17 ans, 18 ans, qui s'aiment vraiment, mais qui n'ont pas le droit d'avoir un espace d'amour, ils vont à la plage, ils se font un bisou, et là tu as les flics qui viennent les arrêter, les humilier, des fois même les obliger à payer. Pour moi, en tant qu'activiste, le combat pour les droits des personnes LGBTQ+, est strictement lié à mon engagement pour les masculinités positives, pour le droit et l'égalité des genres et la diversité sexuelle. Pour la simple raison, d'abord, parce que ce combat-là, il a été longtemps abandonné au Maroc. C'est-à-dire, il y avait une honte pour soutenir, pour militer pour les droits des personnes LGBT et pendant voilà, la première vague d'activisme au Maroc et la deuxième vague. Et moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, je ne peux pas avoir honte de cela et je ne veux pas avoir honte de cela parce que d'abord, celles et ceux qui doivent avoir honte, c'est les homophobes, c'est les gens qui croient aux droits humains mais qui ne croient pas aux droits des personnes LGBT QI+. Au Maroc, il y a une communauté LGBTQ+, qui se mobilise de plus en plus aujourd'hui, qui ont des engagements très croisés, qui militent à la fois pour leurs droits, mais aussi pour les droits des femmes, les droits des enfants, le droit à la justice sociale. Et il y a quelque chose qui se crée, malgré l'existence d'une loi qui criminalise encore les rapports sexuels entre des personnes de même sexe. Il y a des paroles qui se libèrent, il y a de plus en plus des personnes LGBTQ+, qui prennent la parole, qui n'ont plus honte, qui n'ont plus peur, et puis qui sont connectés à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a une mobilisation LGBTQ+, une mobilisation queer internationale, mondiale et universelle. Et donc au Maroc, il y a des gens, des individus, des personnes qui s'inscrivent dans ce combat-là pour l'émancipation et la libération des personnes LGBTQ+.